Christine Orban a dit: le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi. Souvent, c'est le seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode d'Electron Penseur. Donc du coup, 9e épisode, toujours sur le thème de la petite mini-série Everest, donc on avait déjà commencé. Donc du coup, qui, pour vous rappeler, met en parallèle la mise en place d'un projet et l'ascension de l'Everest. Et à l'intérieur justement de cette espèce de petite parabole, on était déjà rentré dans une sous-partie, qui était du coup là, donc c'était les épisodes 7, 8 et du coup 9 aujourd'hui, qui était la zone de la mort, c'est-à-dire les éléments qui menacent directement votre projet. Donc dans l'épisode 7 et 8, donc, si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à aller les écouter. Donc dans l'épisode 7, on avait vu donc du coup en quoi le premier élément de la zone de la mort c'était les autres. Dans l'épisode 8, on avait vu comme quoi c'était le hasard. Et du coup, aujourd'hui dans l'épisode 9, on va parler du pire ennemi que tout le monde a, qui est soumis à chacun de vous, et qui est juste vous-même. Voilà, donc en fait le but d'aujourd'hui, ça va être de voir pourquoi on est un danger pour nous-mêmes, et genre comment on peut s'en prémunir, et surtout, on va dire, en prendre conscience. Donc, une fois n'est pas coutume, justement, c'était le but de la petite mini-série, c'est de remettre en parallèle avec l'Everest. Donc, pour mettre en comparaison avec l'ascension de l'Everest, je trouve que l'élément qui est soi, en fait, l'obstacle soi, je le mettrai en parallèle avec le Rosso Hillary. Alors, pourquoi Hillary? Donc, c'est en hommage au premier homme qui a réussi à gravir l'Everest, donc Sir Edmund Hillary, donc qui a vaincu cet obstacle lors de son ascension, puisqu'il est sur la route. Et qu'est-ce qu'un ressaut? Et en montagne, un ressaut, c'est juste une inclinaison plus forte d'une pente entre deux parties qui sont déjà en pente. Imaginez, vous voyez tous une montagne, et que d'un coup, il y a on va dire presque comme une faille, et que du coup, vous vous retrouviez face à un mur. Voilà, c'est un peu ça un ressaut, c'est un clip-là qui grimpe quasiment à la verticale, beaucoup plus haut par rapport à une pente. Sauf que là, comme on est sur l'Everest, tout est toujours plus grand, et plus immense, parce qu'on ne serait pas drôle. Et donc du coup, sur l'Everest, c'est pas un petit mur d'1,50 m ou autre, c'est un immense mur de 12 mètres de haut, qui est lui-même situé à 8760 mètres. Donc voilà, ça vous met bien déjà dans le contexte. Donc c'est déjà difficile, voire quasiment impossible de survivre longtemps à cette hauteur-là. Mais alors en plus, là, vous devez faire de l'ascension verticale, c'est génial. Donc du coup, c'est l'ultime défi pour tous les alpinistes, parce que plus ou moins, une fois qu'ils ont passé ce ressaut, on va dire que, pas que c'est facile, mais en gros, ça fait une pente beaucoup plus douce pour arriver jusqu'au sommet de l'Everest. Petit aparté, j'en profite, je sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode, mais il faut savoir que là, au moment où je l'enregistre, en 2019, il y a toujours encore une polémique qui est suite à un séisme de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter, donc qui a eu lieu en avril 2015, ça fait déjà un moment, mais tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord, qui disait qu'en fait que le ressaut il aurait disparu, mais en fait il semble plus probable que le séisme il ait juste fait tomber la neige qui avait autour, et que il y ait juste une grosse pierre qui était en haut du ressaut, elle soit tombée, et du coup elle le rend moins visible. Mais sinon, il y a des chances qu'il soit toujours là. Je vous dis ça parce que, vous allez voir, ça fait le parallèle, parce que là, on compare ça avec comme quoi on est nous-mêmes, on va dire, notre propre frein. Et du coup, c'est un peu ça, vous allez voir que des fois, c'est un peu vicieux. C'est-à-dire que ça a l'air moins flagrant des fois, mais il y a toujours une espèce de petite suspicion ou un petit doute, ne serait-ce que le doute, en fait, c'est, voilà, pour rentrer déjà dans le vif du sujet, le doute, c'est vous qui vous affrontez vous-même et qui pesez le tout pour et le contre. Donc à l'arrière, voilà, même si c'est moins flagrant que se dire est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien, même pour une bonne idée, sans peser rien que quand vous posez le pour et le contre, vous voyez, c'est déjà une version un peu plus vicieuse où vous vous confrontez à vous-même. Donc du coup, là c'était un peu pour faire le parallèle, mais vous savez que d'habitude j'aime bien vous raconter une petite histoire sur l'Everest. Aujourd'hui je vais pas vous en raconter une, en fait, je vais un peu commencer plus une espèce de concept. Donc du coup en fait aujourd'hui je vais vous parler du mal aigu des montagnes. Donc le mal aigu des montagnes, qui est souvent dû au manque d'oxygène, donc c'est-à-dire aussi bien parce que l'oxygène il se raréfie que parce que l'air il est moins dense, c'est-à-dire qu'on va dire que dans une même masse, dans un même volume d'air, vous avez moins d'oxygène. Donc du coup, c'est-à-dire qu'en une inspiration, vous avez déjà du mal à respirer, mais en une inspiration, il y a de moins en moins d'oxygène. Et donc du coup, on va dire que comme l'oxygène, c'est un peu ce qui nous permet de vivre quand même, et du coup, à une telle altitude, en plus du froid, donc l'organisme a besoin vraiment de se défendre, et du manque d'oxygène, et le corps commence vraiment, c'est pour ça qu'on appelle ça la zone de la mort, il commence vraiment à mourir, et on va dire un truc minimum quand même qui est un peu touché, c'est le cerveau. Et en fait le problème c'est que le cerveau, quand il manque d'oxygène, il commence à avoir des ratés.
Et donc du coup, donc, vous commencez à avoir des vertiges, des migraines. Et après, en allant un peu plus loin, ça te donne des hallucinations, des comportements irrationnels, du genre enlever sa combinaison comme en thermique alors qu'il fait -20 dehors, ou marcher machinalement vers le vide. Donc voilà, mais vraiment, littéralement, marcher comme ça, sans s'arrêter, sans même pouvoir contrôler son corps, directement dans un précipice. À ce propos, justement, j'avais une anecdote d'un grand explorateur qui s'appelle Mike Horn, et donc du coup qui disait que dans ces cas-là, ça lui arrivait souvent, surtout quand on a marché pendant très longtemps. C'est un peu comme si vous avez déjà fait de la marche pendant longtemps, vous vous rendez compte que plus ou moins votre corps il s'arrête pas, genre limite vos jambes elles continuent à marcher toutes seules, et bah là il dit c'est un peu la même chose, sauf qu'en plus voilà, de la fatigue et du manque d'oxygène, il dit bah des fois ça peut être critique parce que là au pire vous continuez juste à marcher un peu plus loin sur le chemin, donc là sinon vous êtes mort parce que vous tombez dans le vide, et une chute de 800 mètres, bon voilà. Et donc du coup donc, il apprenait en fait son corps à avoir des propres réactions contre lui-même, donc à savoir qu'en gros plus ou moins le seul mouvement qu'il avait appris à son corps, c'est qu'en gros, par exemple, dès qu'il allait dans une direction qu'il voulait pas, ou qu'il se rendait compte, par exemple, surtout qu'il mettait le pied dans un trou, il a l'habitude en fait, d'envoyer ses bras en arrière, et du coup, en envoyant ses bras en arrière, il envoyait l'inertie derrière, et avec le poids du sac, il tombait en arrière. C'est-à-dire que même s'il marchait lui-même dans le vide, c'est-à-dire que plus ou moins son corps l'amenait à sa propre perte, et ben justement, juste en ayant ancré ce réflexe dans son corps, ça le permettait de survivre, parce que du coup, en fait, son corps se prémunissait contre lui-même, et du coup, il allait s'en sortir. Donc pour vous montrer comme quoi, voilà, l'Everest c'est vraiment flagrant, le mal des montagnes c'est pas votre corps qui se bat contre lui-même, mais presque quoi. Et sinon après dans la grande catégorie aussi des hallucinations, donc du coup en alpiniste c'est ce qu'ils appellent le troisième homme. Donc le troisième homme c'est parce que souvent même quand ils font, on va dire en solitaire, mais sinon quand ils font des explorations, ils sont toujours deux, voilà, pour pouvoir s'assurer mutuellement ou autre. Et donc du coup ça leur arrive très fréquemment, même quasiment tous les grands. Même Reinhold Messner, qui est un Italien qui est considéré comme une légende de l'alpiniste, pour dire voilà, que c'est un peu la véracité du truc. Et donc du coup, qui disent que vraiment, ils le savent que c'est pas vrai. Il y en a plein, même des fois, qui leur proposent des morceaux de gâteau, qui discutent avec ou autre. Et voilà, ils voient plus c'est quelque chose comme quelque chose de bienveillant, mais pour dire que c'est pas quelque chose juste des très extravagant ou de croire au spiritisme, que c'est vraiment voilà, une assimilation réelle et que à la rigueur ça les soutient. Donc comme quoi, ça veut dire que autant ce qu'on disait par la première partie, que le corps des fois il se bat contre lui-même, autant des fois le corps voilà, il peut aller chercher, le cerveau peut limite inventer des amis juste pour réussir à se booster lui-même et continuer d'avancer. Et une dernière petite anecdote, il y a aussi pas mal des alpinistes justement qui, surtout en partant, enfin surtout sur l'Everest, qui en fait ils jouent sur un jeu de mots qui est en anglais qui est Everest et qui veut dire tenir bon. Donc voilà, c'est un peu le truc de dire que finalement c'est vraiment, enfin je trouve que ça traduit bien en fait, c'est que au-delà de l'aspect forcément préparation matérielle et ça, il y a surtout un gros aspect psychologique et mental, parce que c'est vraiment le mental qui vous pousse dans tout. Donc du coup en fait, parce que rentrons dans le vif du sujet, parce qu'en fait finalement ça va bien, notre pire ennemi à tous c'est nous. On va dire que c'est le plus grand détracteur qu'on ait jamais eu. C'est plus ou moins quand vous cessez de croire à quelque chose, c'est vous qui vous, on va dire, c'est votre partie un peu rationnelle, ou on va dire que les gens ont voulu que ce soit rationnel dans votre tête, qui plus ou moins prend le dessus sur vos rêves. Je pense que c'est voilà, on va dire que c'est une espèce de fléau, parce que pour moi, genre là, à chaque seconde au moment où vous êtes en train de m'écouter, et bah là, partout dans le monde, c'est en train de tuer des millions de projets dans l'œuf, juste en submergeant les rêveurs, juste par la peur, l'abandon, ou voilà, ce genre de choses. À la rigueur, voilà, on pourrait illustrer ça. Quel meilleur exemple que le retard que j'ai pris à la publication de cet épisode, qui devait sortir il y a 2 ou 3 semaines. Donc du coup, vous montrer que finalement, on va dire la procrastination ou la baisse de motivation, c'est la partie la plus flagrante de cette lutte contre vous-même. On va dire que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est juste que ce qui est flagrant, parce que quand vous allez vous coucher le soir, que vous n'avez rien fait, ou que vous dites « Ah non, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à la salle, ou est-ce que vraiment il faut que je fasse attention à ce que je mange ?» ou voilà, c'est quand vous avez voilà, ce genre de comportement, on va dire que c'est juste le côté flagrant que vous pouvez vous rendre compte. Alors que justement, moi, ce que je vous ai dit comme au début de l'épisode, c'était d'essayer de creuser un peu plus pour vraiment comprendre, enfin dire un peu plus en profondeur ce qui se passe. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter avec de la physique, de la chimie, tout ça, mais on va dire un peu plus psychologique. Donc du coup, vous inquiétez pas pour tout ce qui est procrastination, baisse de motivation ou autre. Je pense que je referai sûrement un autre podcast consacré juste sur ces deux concepts. Donc du coup, pour continuer, en fait, si on réfléchit bien, en fait, finalement, le moral, c'est la base et le moteur de tout. Quand vous voulez faire une action, et ça, il y a forcément un minimum de motivation.
Et en fait, justement, le problème, c'est que comme c'est la base, bah, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si la base, elle tombe, bah, votre tour, elle a beau être la plus solide du monde, si la base, elle s'écroule, et bah, toute la tour, elle tombe. Donc du coup, voilà, c'est pour dire que je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis un peu comme genre pire chose qui peut vous arriver dans votre projet, parce que c'est vraiment ça en fait. Je pense que, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais par exemple si vous voulez monter une boîte ou autre, et ben même si vous avez des problèmes financiers, même si vos amis vous lâchent, même si vos associés se cassent, voilà, il peut vous arriver tous les problèmes et tout ça, même s'il y a un arbre qui tombe sur votre usine ou autre. Si vous avez vraiment de la motivation et si vous êtes vraiment déterminé, de toute façon il y en a plein, c'est un peu les storytelling de tous les grands qui ont réussi, alors on les met un peu en tête d'affiche, mais il y en a plein autour qui échouent. Mais c'est un peu ça en fait, quand on va bien, la seule chose en fait qui arrive à les booster, c'est la motivation, c'est qu'ils croient en leurs rêves et puis ils continuent. Mais à partir du moment où vous y croyez plus, et ben c'est fini. Limite, on pourrait vous donner une usine neuve, on pourrait vous donner les meilleurs associés du monde, on pourrait limite vous remplir les poches de billets en disant bah vas-y, investis tout. Et voilà, si vous avez plus la foi, et ben ça marchera pas. Même si vous le faites, vous le ferez à contre-cœur et du coup, il y a une chance sur deux pour que ça foire. Donc du coup, en fait, si on réfléchit bien, c'est finalement une lutte interne et permanente qu'on lutte en fait avec nous-mêmes et contre nous-mêmes en fait. On va dire que c'est nos doutes contre nos ambitions, nos compétences contre nos connaissances, ou notre travail versus la flemme. Hein, on va pas se mentir, c'est un peu ça. Du coup, pour rendre ça un peu plus vivant, parce que là ça fait un peu deux trucs abstraits qui s'affrontent dans votre cerveau et tout ça, des petites neurones qui se tapent dessus avec des boucliers. Donc du coup, pour rendre ça un peu plus vivant, j'ai pensé à essayer de donner deux noms à ces combattants, à ces deux parties qui s'affrontent. Donc, on a qu'à appeler la première SEP. Donc pourquoi SEP, donc S-E-P, pour Sleep, Eat and Play. Oui, je voulais le faire en français, mais sauf que ça faisait que des consonnes, donc c'était pas facile de faire un prénom. Donc du coup, qui veut dire dormir, manger et jouer. Donc cette partie-là, en fait, c'est la partie animale qui sommeille en vous. Mais animale dans le sens où, en fait, c'est vraiment, pas préhistorique, mais voilà, c'est vraiment la nature, le pur darwinisme, quoi. En fait, cette partie-là, elle recherche une seule chose, c'est la satisfaction immédiate. Elle s'en fout de faire des projets, de travailler pour l'avenir, d'amasser de l'argent, tout ça, elle s'en fout. Et voilà, ce qu'elle veut juste faire, c'est pouvoir manger, pouvoir dormir, et voilà, pouvoir s'amuser, se divertir, là tout de suite, voilà. Donc, pour vous le représenter, imaginez que Sepp, c'est une espèce de colosse de muscles. Il est infatigable, mais il est un peu niais sur les bords. Parce que voilà, il a un peu le côté primitif. Mais voilà, sinon, lui, c'est que du muscle. Et de l'autre côté du ring, on a Tim pour travail, idée et motivation. Donc, en fait, Tim, c'est la partie logique de votre être. En fait, c'est celle qui a le sens des responsabilités, qui peut faire des projets pour plus tard, qui est capable, voilà, de dire, eh ben, je sais pas, là j'ai gagné de l'argent, si vous aviez que juste que Sepp, il dépenserait tout pour acheter à manger, parce que là tout de suite il a faim, alors que Tim il est capable de dire, bon, on va peut-être pas tout manger, puis on va le garder un peu plus pour quand j'aurai des enfants, ou pour si un jour ça se passe mal, j'aurai de quoi. Voilà, vous voyez, c'est un peu la partie un peu raisonnable. Donc du coup, pour vous le représenter, Tim, c'est un petit gringalet, et il est juste rapide et agile. Et on va dire que le seul avantage surtout qu'il a sur l'autre, qu'il a sur Sepp, c'est qu'il a la raison avec lui. Que lui, voilà, c'est plus un penseur qu'un cogneur, on va dire. Mais on va dire qu'en fait, le pire, donc vous imaginez, du coup maintenant c'est deux rivaux. Donc le pire en fait dans cette lutte, c'est que malgré notre évolution, malgré tous nos progrès technologiques ou scientifiques, médicaux et tout ça, en fait il y a une partie de notre être, donc notamment la partie primitive du cerveau, donc le fameux Sepp, qui lui en fait a juste envie, comme je vous ai dit, juste envie de profiter et de s'économiser. Pour lui, les projets, ça lui passe au-dessus. Mais en fait, ce qui rend le combat assez inégal, c'est qu'en fait, il a l'avantage de base sur Tim, parce que lui, il était là en premier. Et comme lui était là en premier, il s'est déjà installé bien confortablement, et plus ou moins, si personne ne l'embête, et ben lui de lui-même ne partira pas. Donc, comment le but, du coup, si vous avez un peu compris le concept, le but, c'est que quand vous avez des projets ou que vous voulez mettre des trucs en place, il faut que vous essayiez de faire gagner Tim sur Sepp. En disant que voilà, votre motivation, elle doit prendre l'avantage sur juste votre envie de manger et de dormir. Donc du coup, je dis privilégier Tim, pas pour dire on s'en fout, il faut plus manger, il faut plus dormir, il faut plus jouer. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis mais vous inquiétez pas pour lui, pour Sepp, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, il était déjà là avant Tim, et de toute manière, vous allez voir, c'est simple, vous relâchez la pression 30 secondes, et hop, tout de suite, il reprend sa place. Et voilà, c'est la preuve, vous pouvez être en train d'être super motivé par un projet ou autre, genre vous allumez Netflix ou YouTube ou autre et vous dites bon allez, je m'installe 2 minutes, et là vous n'allez pas passer si vous
Vous vous dites, allez, je m'accorde 2 minutes, vous n'avez pas passé 2 minutes à dire, ah oui, là, il faut que je pense à... Non, si vous déconnectez votre cerveau, hop, c'est Pierre vient, il se installe dans le canapé et il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, pour essayer de faire gagner Tim, moi je pense qu'il y a vraiment 2 grandes solutions. Donc la première, en fait, elle consiste à trouver un sens ludique dans une action qui est perçue de base comme un travail assez pénible. Donc comme je vous l'ai dit, Sep, c'est un grand colosse baraque, alors que Tim, c'est un tout petit maigrichon. Donc autrement dit, s'ils faisaient un bras de fer l'un contre l'autre, pur et dur, force contre force, c'est toujours Tim qui perd. Ou alors s'il gagne, c'est au prix d'un effort tellement énorme qu'il va sûrement perdre les prochains combats sans même combattre. Si vous voulez vraiment, si vous pensez que je suis tout de suite en train de délirer avec mes petits bonhommes ou autres, je vais vous donner vraiment une image concrète. Par exemple, imaginez, on l'a tous eu à l'école ou autre, quand vous vous forcez tellement à réviser votre cours parce que c'est le contrôle ou autre, vous passez la nuit à bosser, qu'est-ce que vous faites les 4 jours d'après? C'est tout, vous jouez à la console, ou vous faites la fête, ou vous vous reposez. Parce que là, limite, vous vous dites, c'est bon, j'ai plus ou moins, je l'ai arraché de force, et du coup, je peux m'accorder un peu ce moment de répit. Donc vous voyez, en fait, finalement, même si Tim il bat Seb, ça a été tellement douloureux et tellement dur pour lui, qu'après, il a aucune chance, parce que vous n'avez plus qu'une seule chose, c'est envie de vous détendre, de souffler, de manger, de dormir et de jouer. Voilà. Donc du coup, la seule solution pour Tim d'arriver à le battre, c'est d'utiliser la ruse. Il ne faut pas oublier que, j'avais dit donc, Sep c'était sleep, eat and play, que donc du coup il y a play, il y a jouer, dans l'essence même de Sep. Donc à la rigueur, si Tim il arrivait à l'avoir par la ruse, à le faire jouer, Sep il ne pourrait pas y résister. On va prendre l'exemple, toujours pareil, pour bien l'imager. Prenez par exemple un enfant qui fait la vaisselle. Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui sifflent en faisant la vaisselle ou qui sont bien dynamiques. Surtout si il y a la console qui est juste à côté. Mais si par exemple on prend un enfant qui fait la vaisselle et qu'on demande juste pur et dur de dire il faut que tu fasses la vaisselle, donc là on s'adresse plus ou moins juste, on voudrait juste que chez lui le Tim il prenne l'avantage, qu'il se fasse juste dire oui il faut que je lave la vaisselle, comme ça ma mère sera contente et comme ça j'aurai de la vaisselle propre pour quand j'ai rien mangé. Alors que finalement Sep il dit juste ouais mais bon je vais ça quand j'aurai faim, là je viens de sortir de table, j'ai plus faim. Donc du coup, pour prendre votre enfant qui fait la vaisselle, donc ça va être harassant pour lui, ça va être chiant, il comprendra pas, il va vraiment se forcer à faire la vaisselle. Alors que si vous trouvez une manière d'arriver à mener ça comme un jeu ou comme un défi, du coup vous verrez que limite il en redemande presque. C'est un des grands concepts de la pédagogie, en gros de dire on peut apprendre n'importe quoi à n'importe qui, il faut juste l'amener de la bonne façon. Et une des meilleures façons de l'amener, surtout à des enfants ou même à des gens en général, c'est juste, si c'est de la connaissance, c'est en racontant des histoires. Et si c'est plus ou moins des compétences qu'il faut travailler ou autre, ça sera plus dans le jeu. Parce que les gens adorent jouer, parce que Sep adore jouer. Donc du coup, voilà. Donc le but, je pense que le premier objectif, c'est, la première solution que vous pouvez avoir, c'est d'essayer de trouver une manière ludique d'aborder ça, un côté un peu plus amusant. Le deuxième moyen que vous avez de faire gagner Tim contre Sep, qui est, je rappelle, cette partie vachement primitive qui veut si on le laisse, veut juste manger des pizzas et regarder Netflix jusqu'à la nuit des temps. Le deuxième moyen que vous avez pour vous battre contre lui, c'est de décomposer la tâche en une multitude de petites tâches. Autrement dit, on va dire d'essayer d'abattre l'arbre par de petits coups précis, plutôt que par un seul gros coup de hache où vous arrachez le dos. Donc du coup, je pense que c'est vraiment le seul moyen, si vraiment vous avez il y a des tâches auxquelles on ne peut sûrement pas trouver, de côté un peu fun. Si par exemple, je sais pas, s'il faut que vous fassiez de la comptabilité, trouver du fun dans juste des colonnes de chiffres, c'est un peu plus dur. Voilà, là c'est vraiment la motivation pure et dure. Donc là en fait, je pense que le seul moyen de pouvoir la battre, c'est un peu la technique des petits pas. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait abordé dans un précédent podcast. Donc qui était de dire que plutôt que vous ayez une énorme de tâches à faire en face de vous, vous le décomposiez en plein de petits succès. Donc voilà un peu pour ceux qui suivaient, pour recharger un petit peu votre petit jauge de motivation. Donc voilà, en plus ça vous booste à continuer. Et puis justement ça va vous rendre le truc moins grand. C'est moins dur à encaisser, parce que là on a dit que là vraiment, surtout quand c'est contre soi, autant là il faut faire des choses pour les autres, mais quand c'est contre soi, c'est toujours plus facile d'avoir des petites victoires pour grappiller tout doucement. Parce que du coup voilà, on va dire que chaque doute ou chaque hésitation que vous avez, faut vraiment imaginer ça comme genre un coup de bouclier où genre vous êtes face à face et boum, vous avez l'onde de choc qui frappe entre votre partie raisonnable, votre team, et votre Sep qui pense genre juste à s'amuser et qu'en peut plus quoi. Donc du coup voilà, imaginez ça, donc
Dites-vous que c'est un peu voilà comme si c'était, imaginez le nombre de gens, c'est un peu comme si c'était des vagues quoi. Si vous avez plein de petites vagues que vous affrontez toutes les unes après les autres, et ben il y en a qui vont sûrement être un peu plus hautes que d'autres, peut-être qui vont vous faire reculer, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir continuer à avancer. Et puis des qui seront tellement petites que vous allez passer et vous vous rendrez même pas compte qu'il y avait de vagues. Alors que si vous laissez rien faire et que vous attendez juste que toutes les vagues elles se coordonnent pour faire un immense mur de 6 mètres de haut d'eau, et bah du coup il va juste vous balayer et vous aurez aucune chance de pouvoir lui faire face. Rappelez-vous bien que notre petit Tim, en fait, il est rapide et agile. Et donc du coup, le seul moyen qu'il a pour mettre KO Sepp, c'est de le frapper légèrement, mais plein de fois. Parce qu'il sait, justement, c'est plein de fois. Parce qu'il sait que s'il essaie de frapper juste un grand coup une fois et fort, et ben Sepp il va juste encaisser le choc. Et quand il va lui rendre, lui il sera fatal, le coup qu'il va lui donner. Et du coup, il va vous envoyer directement sur le canapé avec un bol de chips. Voilà. Donc, j'espère que voilà, ça, vous avez un peu compris ce petit principe. Il y a un peu cette petite polarité, cette petite dualité qui peut se passer dans votre tête. Je trouve que c'était un peu amusant de le mettre avec des petits personnages. Si c'est une bonne idée, n'hésitez pas à en faire part. Donc du coup, là ça en arrive un peu vers la conclusion. Donc avec le fameux call to action que je mettais à la fin de tous les petits épisodes, que je mets toujours d'ailleurs, je continue à mettre. Donc du coup, qui est l'application concrète de ce que je viens de vous dire. Donc on a vu du coup il y a deux solutions, mais on va dire que comme je ne peux pas être avec vous pour essayer de transformer votre vie en jeu, la moindre petite action, mais si ça vous intéresse, je serais ravi d'en discuter avec vous et je vous donne rendez-vous sur la page Facebook, faut juste taper Electron Penseur et vous allez trouver. Donc du coup le call to action aujourd'hui ce sera porté du coup sur la deuxième solution qui est de décomposer la tâche. Donc pour rappeler, donc en fait c'est je pense qu'il ne faut pas que vous vous laissiez dépasser ou vaincre par vous-même. Donc voilà, faut pas attendre que ça fasse un immense mur d'eau. Il faut plutôt essayer d'attaquer petite vague par petite vague. Mais en même temps, il ne faut pas que vous deveniez un bourreau pour vous. Il ne faut pas non plus. Je pense que c'est la mesure dans tout. Encore une fois, tout est une question de mesure et de nuance. Faut que vous essayiez forcément pour nourrir vos projets ou pour penser vers l'avenir. Il faut que ce soit Tim qui gagne. Il ne faut pas que ce soit tout le temps Tim qui gagne parce que Tim finalement il s'amuse jamais. Et Tim il dort pas, il mange pas, donc il y a forcément un moment où il faut relâcher la pression et voilà, il faut que ce soit un équilibre. Il faut qu'il y en ait, on va dire, aucun des deux qui prenne vraiment de l'avantage sur l'autre. Là, on essayait de favoriser plus Tim parce que Tim il perd plus souvent. Si on fait rien, normalement c'est lui qui perd dans 90% des cas, et ce qui est logique, c'est la nature qui veut ça. Mais donc du coup, il ne faut pas non plus essayer de devenir un bourreau et devenir absolument que ce soit Tim qui gagne, parce que sinon vous allez être super productif, hein, vous allez pouvoir faire plein de choses ou autre. Vous pourrez peut-être même économiser des heures de sommeil et sauter d'air propre peut-être pour continuer à bosser. Mais du coup, si ça vous fait pas vibrer, que voilà, vous trouvez pas d'intérêt, que c'est juste on va dire de la motivation pure et dure, bah du coup vous risquez de devenir un bourreau de douche pour vous-même et donc du coup d'être très productif, mais on va dire malheureux parce que voilà, vous n'avez pas vos petits moments de détente. Et encore une fois, de toute façon, tout est une question de mesure et de nuance. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous aborder le concept de to-do list. Donc si vous êtes un peu développement personnel, c'est une grande famille, c'est un peu ce que tout le monde fait, ce qu'on trouve dans tous les bouquins, peu importe la langue et l'année d'édition. Donc de toute façon, une to-do list, en fait, c'est faire une... comme ça se traduit en anglais, donc c'est une liste de choses à faire. Donc du coup, l'objectif, en fait, c'est de faire une liste, donc toujours avec des objectifs réalisables. Hein. Si vous êtes en train d'écrire juste un livre de fiction, si dans votre to-do list pour demain, vous avez marqué devenir milliardaire, ça risque d'être un peu compliqué, mais si c'est débarrasser la table, ça devrait aller. Donc du coup, de faire une liste, de préférence le soir, donc je vous conseille le soir, parce qu'on va dire que votre motivation, elle est un peu moins parasitée, parce que de toute façon, la journée, elle est finie. Donc si vous aviez des choses à faire et que vous les avez faites, et ben c'est bien, vous êtes content, donc du coup vous avez de la motivation. Et de toute façon, si vous les avez pas faites, et ben votre motivation, elle n'est pas entachée de dire ah oui, je fais ça, mais je pourrais faire autre chose, parce qu'il est trop tard maintenant. C'est tard il est pas tard le soir, mais voilà, vous allez peut-être vous coucher dans 1 heure ou 2, donc c'est tout, vous ne pourrez pas accomplir ce que vous avez loupé. Donc du coup, de préférence le soir, et donc du coup, une liste de petites actions simples, on va dire en les classant par ordre d'urgence, si jamais vous avez peur que la liste elle soit trop longue et que vous ne puissiez pas tout faire demain, parce que voilà, la vie c'est aussi, ce qui fait aussi la magie de la vie, c'est qu'il y a des trucs imprévus qui vous tombent dessus, et donc du coup, si vous avez vraiment un truc qui est trop normé, on va dire que je trouve que ça enlève un peu le piment de la vie. Donc du coup, voilà, on va dire essayer de les classer par ordre de priorité. Si par exemple, il faut que vous accrochiez un cadre, mais bon, qu'en même temps, il faut que vous nettoyiez le sol parce qu'on ne voit plus tellement c'est sale, et ben peut-être que le cadre, voilà, si vous ne le faites pas demain, mais que vous le faites après-demain, c'est peut-être un peu moins important ou moins grave que le sol. Après, chacun voit ses priorités. Mais voilà, vous voyez un peu le concept.
Et donc du coup, de faire une liste le soir de petites actions simples. J'insiste, des petites actions. Donc par exemple, pour reprendre un exemple, notez pas ranger la maison, parce que ranger la maison, ça veut tout et rien dire. Si vous avez ça sur votre feuille, de dire, là vous allez... En fait, voilà, c'est vraiment pour prendre l'exemple, tout est lié en fait. Si vous prenez l'exemple voilà, avec les petites vagues, c'est vraiment, si vous écrivez ranger la maison, direct vous faites un mur de 8 mètres. Voilà, vous avez votre mur d'eau de 8 mètres qui arrive et c'est fini. Parce que vous allez commencer à courir partout, vous allez déborder, zen. Affrontez plutôt les petites vagues, essayez de le casser en petites vagues. Au lieu de marquer juste ranger la maison, marquez genre passer l'aspirateur, faire la vaisselle, ranger les livres sur l'étagère, trier le courrier, jeter la poubelle. Vous voyez, c'est plein de petites actions. Et là, la rigueur, elles sont classées voilà, par... Imaginons que je les ai classées par ordre de priorité, que j'ai le temps de passer l'aspirateur, de faire la vaisselle et de ranger les livres, mais que j'ai pas le temps de trier le courrier ou de jeter la poubelle parce que j'ai des imprévus ou que finalement faire la vaisselle ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais pensé, et ben c'est pas grave parce que voilà, j'ai quand même fait des choses. Et pour demain, et ben les deux trucs qui seront en tête de gondole, et ben ce sera trier le courrier et jeter la poubelle. Donc du coup en fait c'est plein de petites actions qui contribuent finalement à un projet beaucoup plus grand. Donc c'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours le principe des petits pas, qui est de dire bah voilà, finalement c'est des petits pas plus des petits pas qui mènent à un grand voyage, quoi. Donc voilà, c'est un peu le truc qu'à la fin, même si ça vous a pris 3 jours parce que vous êtes débordé ou que vous n'avez pas beaucoup de temps, ou que vous n'avez peut-être pas trouvé la motivation, mais il faut quand même trouver la motivation dans votre to-do list. Il ne faut pas non plus se dire l'excuse de dire ah bah j'ai eu le temps juste de passer l'aspirateur et puis alors que j'ai rien fait, mais bon c'est pas grave, j'ai fait un élément. Finalement la to-do list c'est un peu, c'est vous contre vous-même, donc vous mentez à personne, enfin vous mentez à vous tout seul, ce qui est encore pire. Donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire eh ben, il faut essayer de faire un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, et à la fin, voilà, ça fera un grand tout. Donc c'est pas non plus, faut pas trouver ça comme une excuse. Vous allez voir, un moment, c'est souvent dans les premiers jours, ou alors quand c'est une tâche que vous connaissez pas. Alors, souvent, si c'est faire la vaisselle, à moins que vous soyez un étudiant qui vient d'emménager, mais sinon, vous savez à peu près le temps que ça met pour faire la vaisselle ou autre. Donc du coup, voilà, vous pouvez le calculer en disant, bah, voilà, par rapport à ça, par rapport à des actions que j'ai déjà faites, et bah, ça va sûrement me prendre, j'aurai sûrement le temps, ou peut-être pas assez, et voilà. Donc, le but, c'est d'essayer de se faire une petite liste de choses à faire. Donc, du coup, on va dire pour synthétiser, pour avoir quelque chose de vraiment concret, là, on va dire que la petite mission du jour, c'est d'essayer de faire votre to-do list. Donc, pour demain, là, maintenant, pour demain, tout de suite. Donc, du coup, en plus, c'est super, ça sort mercredi à 18h. Donc, normalement, voilà, votre journée est quasiment finie. Vous allez peut-être l'écouter un peu plus tard. Donc, c'est super, vous aurez ça à faire pour jeudi matin. Et donc, du coup, on va dire avec 5 éléments minimum. Donc, ouais, minimum, sauf si c'est vraiment des gros trucs, mais souvent, dans les 5 éléments, ça peut être, voilà, je sais pas, si c'est par exemple genre faire le lit, ou lire un livre, arroser les plantes. Alors, voilà, ça peut être aussi des fois des petites actions qui peuvent être quotidiennes. Si par exemple, vous aimez avoir quelque chose qui est rangé, et ben tous les jours ou tous les 2 jours, ça peut être genre passer l'aspirateur ou faire la vaisselle, par exemple. Genre, c'est pas grave, après, si vous avez des petits éléments qui se baladent d'un à l'autre. De toute façon, on verra au bout d'un moment, ces éléments-là, ils vont même partir, parce que du coup, ce sera plus un truc de choses à faire, ça deviendra juste une habitude. À partir du moment où ça devient une habitude, vous n'avez plus besoin de le noter, parce qu'on va dire un peu viscéralement, vous vous sentez obligé de le faire. Donc du coup, on va dire voilà, à peu près 5 éléments. Donc, estimez des choses que vous sentez être capable de faire. Si c'est, voilà, arrêtez de vouloir être trop utopiste, vous faites plutôt des petits trucs, dites pas, je vais monter une maison, mais dites peut-être, bah tiens, et bah, il faut que je change les ampoules, par exemple. Voilà un exemple, voilà vraiment un petit élément. Et donc du coup, on va dire entre 5 et 10 vraiment max, sauf si vous avez vraiment des actions qui sont petites. Si dans les 10 actions, il y a des trucs voilà, qui vous prennent peut-être moins de 4 ou 5 minutes, genre par exemple jeter la poubelle, ça vous prend juste, vous attrapez la poubelle, vous changez de sac et vous allez l'acheter. Voilà, ça vous prend, voilà. Donc si vous en avez beaucoup, prenez entre 5 et 10 max. Et une fois que vous aurez fait votre liste, et ben du coup voilà, donc une fois que vous aurez votre petite liste, donc le lendemain vous devrez vous y tenir, parce que le but voilà c'est de pas vous mentir à vous-même. Donc si vous surévaluez, ça peut arriver, et forcément surtout les premiers jours, vous allez peut-être marquer 6 trucs dessus, finalement vous en ferez que 4, et puis vous direz ah ouais mais bon voilà, est-ce que, mais il faudrait pas culpabiliser, parce qu'on va dire que sur ces 4, sauf s'il y a des trucs où voilà c'est ce qui sont des habitudes, voilà, comme passer l'aspirateur ou je vais reprendre une douche, mais non, quand même pas, ou voilà, faire la vaisselle ou autre, des choses qui sont un peu quotidiennes. Donc du coup, finalement, dans ces 6, vous avez fait 4 choses que plus ou moins vous étiez dit de faire, que vous étiez un peu menti à vous-même, parce qu'à chaque fois, c'était Seb qui gagnait, alors que vous auriez bien voulu que ce soit un peu plus Steam.
Et bah là, du coup, voilà, vous allez pouvoir accomplir ces choses. C'est-à-dire que même si le lendemain, vous dites, ah ouais, j'ai encore 2 choses à faire, ouais, mais vous aurez plus les 4 autres d'avant. Donc vous voyez aussi le bon côté des choses. Donc du coup, une fois que vous aurez fait une petite liste, et bah c'est super. En plus, ce sera la fin de la journée, vous pourrez vous détendre et vous pourrez vous endormir paisiblement le soir sans être éveillé au milieu de la nuit par la culpabilité des choses à faire et que vous n'avez pas faites ou que vous devriez faire avec ça. Puis de toute façon, parce qu'on avait déjà dit dans un autre podcast, votre cerveau en plus, il est voilà, c'est un peu une espèce d'énorme ordinateur qui veut tout encaisser, tout mémoriser. Mais plus ou moins, c'est presque magique. On a même du mal à expliquer par la science. Mais voilà, dès qu'il se rend compte que plus ou moins c'est noté quelque part, que voilà, ça c'est fait, ou genre, soit c'est fait, ou soit vous êtes quasiment sûr que ça va être fait, vous allez voir, votre cerveau il va vous laisser tranquille. C'est même pour ça que des fois on a une idée qui nous tourne et qui nous tourne et qui nous tourne dans la tête, et on n'arrive pas à dormir, et souvent quand on se réveille le lendemain, non seulement on a mal dormi à cause de ça, et en plus on se souvient plus de l'idée, alors que si, la rigueur, l'idée, dès que vous l'avez, l'idée est tellement géniale, vous réveillez, vous l'écrivez sur un papier, bah boum, vous allez voir, vous allez vous endormir parce que votre cerveau dit ok, ça c'est bon, c'est archivé, j'ai plus besoin d'y penser et de le faire tourner en boucle. Bah là, c'est exactement la même chose. Non seulement ça va vous libérer le soir, et en plus ça va vous libérer le matin parce que vous avez peut-être, surtout le matin, on n'a pas vraiment la motivation. Après, ça dépend, il y a tout le discours avec le Miracle Morning ou autre, mais là, vous n'avez pas forcément la motivation. Quand on se lève le matin, des fois, faut attaquer la journée et puis en plus de cette petite liste qu'on a fait pour nous, voilà, on a tout, on va dire, toutes les galères ou tous les trucs du boulot ou de la fac ou de l'école ou autre qui vont en plus vous tomber dessus. Donc du coup, voilà. Alors que là, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez vraiment, on va dire, plus toute votre dose de motivation, elle a déjà été faite. Là, vous avez juste à lire la liste et à le prendre dans l'ordre et à se dire, de toute façon, je sais que je peux le réaliser, c'est moi qui l'ai écrit pour moi. Donc du coup, voilà. Donc vraiment, vous prenez pas la tête. Vous ne considérez pas ça comme une excuse. Donc de dire, ah ouais, mais il y avait trop de trucs, je n'ai pas pu tout faire. Mais en même temps, considérez pas ça comme vraiment un truc qu'il faut absolument faire. Vous allez voir, c'est vraiment une question d'équilibre. Donc du coup, sur ce, je vous laisse sur une petite citation de Pirates des Caraïbes 3, donc Jusqu'au bout du monde, qui est sorti en 2007. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Tu sais, il ne s'agit pas de vivre à jamais, Jackie. Le truc, c'est de vivre avec soi-même à jamais.